Bonjour, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, nous sommes au cinéma Nova. Philippe nous a dégoté quelques petits gadgets pour l'été, de quoi regarder les bateaux à l'horizon, écouter du MP3 ou encore observer des photos. Gilles nous proposera deux jeux. Nous verrons l'impact du peer-to-peer sur les ventes de l'industrie musicale et nous découvrirons le nouveau volet d'Harry Potter. Et Jean-Marc, l'homme qui ne se promène jamais sans sa caméra, nous exposera son dernier tourné-monté. On se retrouve avec Brice juste après le générique. Bonjour Brice. Bonjour Raph, comment vas-tu? Très bien, très bien. Passé une bonne semaine? Une bonne semaine. Et on se retrouve ici au Cinéma Nova. Au Cinéma Nova avec des novatés. Il y a de plus en plus d'appareils hybrides, lecteurs MP3 et Appareil photo. Appareil photo, absolument. Ouh. Oh, des novatés, c'est facile. Des novatés pour les vacances, parce qu'on approche tout doucement des vacances. C'est l'avant-dernière émission, c'est bien ça? Ouais. Oui, comme je ne suis pas là la prochaine, ben, j'ai déjà pensé aux vacances pour vous. Bien, alors bien. comme je sais que vous aimez bien reluquer, par exemple... Sur les plages, sur les plages, si ce n'est mater les bah, vidéos, voilà. quoi. Ouais. Ah, moi, Non, j'aime les bien. bateaux, évidemment. Oui, Ou oui. les... Ah non, les bateaux. Les bateaux. pêcheurs de crevettes sur les chevaux, là. Voilà. Alors, je vous propose, c'est pas très original, Oh, des jumelles. des jumelles, c'est original, si, ça l'est quand même, parce qu'il y a ça. Et ça, c'est quoi? Il y a un troisième œil, pour les gens qui ont un troisième œil. Non, c'est un appareil photo, en fait. Ah, bien. Voilà, c'est On dirait Trust un qui peu fait un ça. sous-marin. Oui, on dirait un peu un sous-marin dans les Thunderbirds ou quelque chose comme ça, ouais, c'est ça? oui, Voilà. ou Cousteau, C'est quoi la capacité du zoom? Alors, la capacité du zoom, c'est un zoom fixe, en fait, donc il fait un rapprochement 8 fois, ce qui est quand Ah, même ça, pas c'est mal. si on voit pas les poils, lui, quoi. Oh non. Et l'appareil photo est... Ah, il fait appareil photo. Ah, il fait appareil photo. C'est génial. Il n'a pas suivi, c'est pas possible. 1,3 mégapixels quand même. Est-ce qu'il fait des vidéos? Il fait aussi des petites vidéos en... Oui, absolument, en VGA. Il y a combien de mémoire dedans? Il y a 12 mégas de mémoire dedans, mais on Est-ce peut qu'on peut mettre également des cartes mémoire ajouter des cartes mémoire ici. Et quel format voilà. carte mémoire? Des SD, MMC, voilà. D'accord. Donc c'est assez génial, évidemment. Et ça se Et ça relie... coûte? Ça Quel coûte prix, oui. 99 €. C'est génial. C'est pour rien. ça. Voilà, Attends, Bien. bref. c'est pour rien. Tu me Et ramènes en pas plus, des photos? ça fait jumelle sans les piles. Ça fait fonctionne jumelle bien sans les comme piles, jumelle. sinon c'est Ouais. avec 2 petites piles bâtons, effectivement. Il faut Bien, pas se gourer, bien. faut pas se gourer de sang, sinon on a l'air con. Parce que moi tout à l'heure, je Oui, oui, je c'est vois rien, oui, je bah, comprends pas. c'est le capitaine Haddock qui faisait ça, c'est ça? Je sais plus. Brice aussi. Oui, ceci. Bon, d'accord. Alors, on passe à la musique, Ouais. mais tout en restant dans la photo. Il y a de plus en plus d'appareils hybrides, lecteurs MP3 et Appareil photo. appareils photo, absolument. Il y a notamment le nouveau iRiver IFP 1090, Le fameux Toblerone. le fameux Toblerone, effectivement. Quand Ça a on la verra les forme images, du- vous comprendrez. Ah, Ça a la ouais, forme d'un ouais, ouais. Toblerone. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a embarqué, intégré un tout petit appareil périscopique photo, qui est C'est pas seulement... périscopique. Mais c'est-à-dire qu'il se soulève simplement, D'accord. donc qui sort comme un périscope, quoi. Périscopique, périscope, non? C'est vrai. Voilà. Mais par contre, d'une résolution de seulement 300 000 pixels, donc c'est pas C'est VGA, extraordinaire. quoi. C'est VGA, C'est effectivement. comme sur les téléphones, ça plus ou moins. Ouais, Oui, c'est ça, Ok. comme sur les téléphones. Mais l'avantage, c'est qu'on peut voir, il y a un petit écran couleur de 3 cm de diagonale et on peut voir les photos qu'on a prises. Ah, bien. Est-ce Et que donc les l'écran est refuser ou les utilisé- accepter, par exemple. Est-ce que l'écran est utilisé quand tu lis tes MP3 Ah bah pour oui. voir qu'elle dit et Bah, voir la bien- pochette bien- ou... Pas la pochette, non. Par contre, on voit simplement les trucs. ouais. Mais en tout cas, pour l'appareil photo, vous pouvez voir les photos qui ont été prises. Et ça Sympa. coûte Ça coûte 299 €. Ah ouais, c'est un peu plus. C'est un peu plus cher. Ah, c'est un peu Ouais, plus ouais. cher, c'est un lecteur MP3 avec 256 mégas de C'est un mémoire peu intégrée. gadget quand même, hein, parce que... Ah ben vous me demandez de venir avec des gadgets, moi je viens Mais avec des c'est gadgets. l'été, Bon, c'est hein, l'été, soyons c'est l'été. futiles, soyons frivole. Alors, Ce qu'il y a de bien, c'est que ça a l'air d'être un lecteur MP3, voilà. mais si jamais tu vois un plan intéressant, Voilà, c'est tu très peux prendre la photo. discret, même dans les musées ou des trucs comme ça, on peut prendre des photos Et tu très fais, elle est discrètement bonne, comme ça. elle est bonne la musique. Voilà, Ouais. voilà. Alors, pour rester dans le même genre, le Philips Key 019, Philips avait déjà lancé des clés comme ça, puisque ce sont des clés, voilà, des clés USB. Ouais. Avait déjà lancé des clés avec appareil photo ou avec lecteur MP3. Ouais. Ici, il intègre Les les deux. deux. Les deux, tout ça en un seul. C'est le premier d'ailleurs qui est ici en Belgique, qui est arrivé. Il est en vente à partir de début juin, mais on l'a fait venir spécialement pour Cybercafé en fait. Donc merci à Philips. Et c'est quoi la résolution de Et la résolution, là, c'est quand même 2 mégapixels. Ah, ça c'est tout. Donc à c'est l'heure. déjà pas mal. Et il ouais. fait également de la vidéo en VGA. Alors, il peut même il faire fait de la vidéo 25 minutes en MPEG 4. C'est quand même pas mal. Sur 128 courts-métrages sympas avec ça. sur 128 mégas. Et alors, ce qui est de bien aussi, c'est un peu petit, mais il y a aussi ici, c'est pas un viseur, c'est à la fois viseur, mais c'est également un écran. Donc c'est-à-dire que vous donc pouvez tu peux regarder, là-dedans on peut les regarder photos que t'as là-dedans. prises. Bon, c'est pas évidemment Ouais. très très grand, mais on peut quand même regarder les faut un photos truc ou de les vidéos qu'on a diamantaire, tu prises. vois. Voilà.
Donc c'est quand même assez sympa. Et également voir les MP3 qu'on veut lire là-dedans. Et ça se branche évidemment. C'est 250 €. 250 €. Et combien de C'est pas mégas, mal. combien de mégas? 128. 128. Cette version-là, c'est 128 effectivement. 30 secondes pour le dernier. 30 secondes pour le dernier. Eh bien, pour ceux qui transpirent beaucoup des mains, ce qui est logique quand on est en vacances, on a un portable et on a une souris parfois à côté, une petite souris. Ouais. Eh bien, il y a la souris, la Nico Airflow Mouse, qui a un petit ventilateur intégré. Non. Si, absolument. Les mains moites. Voilà, pour ceux qui ont les mains moites, c'est extraordinaire évidemment, puisque ça permet de surfer et de faire tout ce qu'on veut avec son ordinateur et son portable sur la plage. Pour rafraîchir le poil. Voilà. Ouais, pour faire vibrer la touffe. Ouais. Alors, elle est disponible sur le net et elle ne vaut que 16 €, donc c'est pas très cher effectivement pour cette Pas souris-là. mal. Eh ben merci. Merci. Hein Merci Philippe pour ces petits gadgets. On se voit sur la plage. Hein. Oh, Fais absolument. gaffe au coup de soleil, mais une casquette. D'accord. Oui, et puis le téléspectateur en bleu, alors rhabillez-vous mon vieux. Ça ne sert à rien ça. La particularité de ce jeu-là, c'est que c'est entre guillemets une démo. Après toutes ces petites technologies, on va se détendre avec un jeu. On va parler de choses sérieuses, on va parler de bagnole, Raph. Ouais. Oui, mais technologie toujours, puisque c'est le Gran Turismo 4 Prologue. On en avait déjà pas mal parlé, vous vous souvenez? Mais c'est un Ouais. grand événement. Voilà, c'est un événement en soi. C'est Ce le truc de simulation avec les reflets et tout le bazar. Exactement, ce n'est pas la version finale que tout le monde attend. Ah. C'est pas le Gran Turismo 4 C'est les qui préliminaires. sortira, on ne sait pas encore quand, puisque c'est chaque fois reporté, ça reste un mystère. Mais sort chez nous ce mois-ci le Gran Turismo 4 Prologue, qui était au départ destiné uniquement pour le continent asiatique. La particularité de ce jeu-là, c'est que c'est entre guillemets une démo. Hein. Ça, c'est un peu le. Et tout est en japonais ou quand Non, même non, c'est localisé pour chez nous. Ils ont, Je sais pas. là, voilà, sans vouloir jouer les rabat-joie ou le chevalier blanc, hein, on peut quand même dire que c'est quand même un peu un petit foutage de gueule, puisque c'est quand même une démo que les joueurs vont se Acheter, précipiter, acheter. Voilà, Mais c'est une démo avec les technologies du 4. voilà, ça Donc annonce le 4. ça te donne quand même, t'as peut-être pas autant de bagnoles, autant de circuits, mais t'as déjà la qualité du 4. Bien sûr. Donc, mis à part ça, le jeu est grandiose, puisqu'on a vraiment un bon aperçu de ce que ça va être. Il y a les feuilles. Il y a toujours donc cette réalisation graphique bluffante. Là, franchement, c'est incroyable. Au niveau C'est vrai des que décors, même les décors derrière la Voilà. piste sont Avec vachement profondeur travaillés, de hein. champ, c'est ça. floutage et tout, c'est ça, c'est incroyable. largement amélioré. Au niveau du comportement, Gran Turismo 4 mise toujours sur une simulation pure et dure. Hein, vraiment pour les grands fans qui avaient parcouru pendant des heures et des heures la version 3. Donc ici, c'est encore un cran au-dessus. Les voitures se comportent toujours de mieux en mieux. Hein. Ici, c'est pas un jeu d'arcade, hein, donc les voitures sont très très lourdes. On sent vraiment les transferts de masse et toutes ces choses-là. Hein. Et puis au niveau du catalogue de voitures, Il y a un ici, choix, ouais. Ici, bon, cette version démo appelée Prologue C'est est réduit, relativement réduite. Il y en a quand même pas mal. Ça se présente sous un mode entraînement où on pourra débloquer progressivement toute une série de choses. Ouais. Mais en tout cas, ça s'annonce très bien pour la Est-ce que version tu penses finale. que ça plairait à Raphaël? Ah, bien sûr. Ah. À ce niveau-là, celui qui veut en tout cas une vraie simulation sera ravi avec top. Et ça sort sur quoi? Ça sort sur PlayStation 2. C'est moins cher quand même, il faut le dire, que le prix habituel d'un jeu. Ça va tourner autour de 40 €. Mais bon, d'un autre côté, c'est un jeu qui va forcément, d'ici quelques mois, quand la version finale Finale va sortira, sortir, ouais. va se retrouver dans les revendeurs Mais il y a des gens d'occasion. qui sont prêts à payer 40 € pour Bien éviter sûr. d'attendre quelques mois. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça ouvre quand même une brèche assez peu encourageante par rapport à acheter comme ça des démos de jeux non finalisés. Mais il y a un autre jeu de bagnole. Oui, un coup de cœur, puisque c'est Rally Sport Challenge 2. Et il y en a pour tout le monde dans Cybercafé, puisque Gran Turismo c'est PS2 et là c'est pour Xbox. Non, en fait, c'est radicalement opposé de Gran Turismo 4, puisque dans le premier, on a une simulation. Ici, on a un jeu résolument tourné vers l'arcade. Donc, le plaisir immédiat, l'accessibilité, c'est vraiment du tout bon, dans le sens où le premier jeu Rally Sport avait déjà fait bonne impression, avec des graphismes assez hallucinants. Et Ah, là ici, aussi, le soleil. Ouais. C'est pas Mais ici, c'est vraiment un Il y a autre beau style. spoiler. Hein. Ici, donc, c'est uniquement centré sur les courses de rallye, mais c'est vraiment, on sent que ça a été développé par des passionnés, des gens qui aiment ça, qui ne sont pas aussi à leur premier titre de simulation automobile. Et le jeu, ici, c'est pas vraiment, c'est directement vers le fun. Donc les voitures ne sont pas hyper réalistes au niveau du comportement routier, mais directement prises en main. Directement jouable, facilement jouable. Voilà, quoi. mais c'est vraiment tourné pour l'immédiateté avec pas mal de jeux. Par exemple, un mode carrière ici qui est construit comme une arborescence. Et contrairement à ses concurrents, genre Colin McRae 4, ici on va progressivement débloquer toute une série de courses. Et on pourrait se dire, bon, un jeu de rallye, d'accord, mais bon, ça va vite être limité. Mais ici, pour ceux qui en tout cas sont réceptifs au genre, il y a tout ce que le rallye comporte, c'est-à-dire les courses de côte. On va trouver des bolides absolument incroyables issus des années 80, genre des voitures de 600 chevaux Les passés, 205. des quattro, il y a ouais. une R5,
Donc ça c'est vraiment bien et progressivement on pourra choisir la direction qu'on va donner à sa carrière. Donc passer des courses de côte à des super spéciales, donc un mode croisement où on s'affronte, à des courses sur la glace. Enfin bref, c'est vraiment très très bien construit. On ne s'en lasse pas. Alors petite question, est-ce que les paysages, excuse-moi, mais dans les jeux comme ça, tu tournes en rond, est-ce que les paysages varient? Est-ce qu'il y a des effets climatiques? des trucs comme Est-ce qu'il y a des décors variés? Tout ça c'est prévu. Et ce qui est vraiment bien justement avec ces paysages-là, c'est qu'on ne s'embête pas puisqu'on passe d'un circuit fermé à une course de côte absolument faramineuse sur 9 km avec des dénivelés incroyables. Donc il y a des précipices en bout de course qui vont évidemment localiser les dégâts sur la voiture. Donc pour ça, ce qui est vraiment bien ici, c'est un jeu de rallye, on ne s'embête pas. C'est immédiat. Grosse nouveauté. C'est le mode live. Ah, on peut jouer en réseau. Voilà. Et ça, c'est un pur bonheur. Et Shadow, où on peut vraiment faire des collisions? Tout ça est paramétré. En fait, on peut jouer jusqu'à 16 et plus on sera nombreux, moins il y aura d'options de collision autorisées, des choses comme ça, pour permettre, comme ici on le voit, des courses à 16 joueurs en mode filaire, par exemple. Oui, donc quand on voit les voitures en fil de fer, comme ça, c'est ça. Ça, c'est les autres concurrents. Et ça, c'est le bonheur, parce que c'est la première fois que vraiment qu'on a un jeu aussi bien réalisé, sur le live, avec 16 joueurs qui s'affrontent, avec le casque. C'est le panard, quoi. Pour tous ceux qui sont réceptifs à ce genre de jeu, c'est vraiment, en tout cas, un jeu arcade, immédiat, direct, c'est du bonheur. Il est déjà sorti celui-là? Il sort, voilà, il est sorti, je crois. Oh pouf, il est sorti, elle a dit. Oh pouf, il est sorti, il vient de sortir. Un petit peu comme si on choisissait son camp, on choisit MSN, on choisit Yahoo en fonction de ses affinités. Cédric est là, donc on va parler d'Internet, de technologie. d'Internet, de technologie. Et d'email aujourd'hui. Alors on a tous une adresse email chez son provider, qu'on soit chez Skynet, sur le câble, on a tous une adresse. Le problème c'est quand on change de provider, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on est obligé de changer d'adresse Internet aussi. Alors il y a plein de services gratuits sur Internet, c'était la mode jusqu'il y a peu. Eh bien tous ces services sont un petit peu bridés maintenant. Et, il y avait surtout Yahoo et Hotmail qu'on retrouve un petit peu partout. Ça devient payant à partir du moment où tu veux... avoir une plus grosse boîte, quoi. Le problème, c'est qu'il faut de plus en plus de volume, de capacité à nos emails pour pouvoir supporter les photos, les fichiers qu'on envoie. Donc il faut un jour ou l'autre passer par ce modèle payant qui permet aussi aux grands portails comme Yahoo, comme MSN ou d'autres de rentabiliser un petit peu leurs services gratuits. Alors, je trouve ça très bien, c'est un concept assez disputé évidemment. J'ai fait un petit peu le tour d'horizon avec les offres qu'il y a aujourd'hui sur le marché et j'ai distingué plusieurs fournisseurs et j'ai mon petit maître d'achat là-dedans, qui sera peut-être disputé aussi. Alors il y a Hotmail évidemment qui est l'incontournable parce qu'on a tous peu ou prou notre adresse Hotmail ou MSN avec notre MSN Messenger, etc. et qui a quand même réduit la capacité de stockage à 2 mégas. Ce qui n'est vraiment donc, pas grand-chose. 2 mégas gratuitement. Hein. Gratuitement. Voilà. C'est moins que chez Yahoo, non? Yahoo, c'est 6. Ouais. 6 gratuitement. 6 gratuitement, avec un maximum d'1 méga par fichier qu'on envoie ou qu'on reçoit. Ça veut dire que les pièces jointes ne peuvent pas dépasser. Et si on veut dépasser, eh bien, on est obligé de prendre la formule la plus petite qui est à 19 € pour 10 mégas. Ça, c'est chez Hotmail. C'est par mois, ça? Non, ça c'est par an. Ah oui, parce que 19 € par Et on a aussi la version maxi chez Hotmail qui est à 100 mégas et qui coûte 59 € par an. Ça reste quand même assez abordable. Du côté de Yahoo, c'est peu ou prou la même chose. C'est à peu près les mêmes prix. En fait, c'est 25 € pour 19 € pour la version 25 mégas. Et pour la version 100 mégas, on est à 42 €. Donc c'est à peu près la même chose. C'est un petit peu moins cher, quoi. Oui, il y a un peu moins d'espace de stockage de fichiers chez Yahoo, parce qu'en plus du stockage email, on a aussi la possibilité de stocker des fichiers, de synchroniser son carnet d'adresses, d'envoyer des SMS aussi. C'est un truc dans lequel s'est spécialisé Lycos. Lycos, c'est Caramel, on connaît surtout Caramel pour chatter éventuellement sur Internet. Lycos qui offre quelque chose d'assez extraordinaire. On sait que Google prépare un service Gmail qui est en test pour l'instant, mais on ne sait pas très bien quand ça va sortir de manière publique, qui sera gratuit. Eh bien, Lycos a décidé d'aussi offrir un email à 1 giga de stockage à 6,99 € par mois. Par mois. Donc ça fait 80 € par an, un truc comme ça. À peu près. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? On a un nom de domaine. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que si on a déjà un nom de domaine, par exemple raphaël.com, eh bien on ne peut pas le transférer. Il faut créer un nouvel email. Ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'on peut héberger son site web On peut héberger son site web aussi également. Bon, en fait, c'est un peu les tarifs du marché. Tu trouves aujourd'hui de 80 à 150 € pour héberger 1 giga avec ton serveur web et tes mails. Ça c'est les tarifs normaux du marché. Exactement. La nouveauté, c'est que Google l'offre gratuitement. Oui. Avec Gmail. Il faut savoir qu'il y a une autre société qui s'appelle SpyMac qui offre aussi un hébergement mail gratuit jusqu'à 1 giga. Alors, SpyMac, ça fonctionne pour les PC aussi. Le désavantage de Gmail dans ce domaine, c'est que Gmail, on pourra lire son courrier que sur Internet. Ici, par exemple, avec Lycos, on peut aussi le télécharger. En POP3 ou en IMAP. En IMAP, il y a aussi une formule POP3 ou IMAP dans Outlook ou dans un lecteur de courrier électronique. Dans un logiciel classique. Okay. Ouais.
Et puis il y a aussi un accès iMode, un accès WAP, c'est un package assez complet qui est brandé aussi. C'est un petit peu comme si on choisissait son camp, on choisit MSN, on choisit Yahoo en fonction de ses affinités. Il y a toujours une raison certainement affective par rapport à ça. Et puis il y a un belge qui est Contact Office, qu'on retrouve aussi derrière mail.be, qui fait des choses très très bien dans le domaine également, avec des formules payantes qui sont légèrement plus chères que ce qu'on peut trouver du côté de MSN, Yahoo, mais qui est autrement plus rapide puisque les serveurs sont en Belgique et que c'est extrêmement rapide, notamment au niveau des emails. L'interface est très très bien pensée, ça fait penser à Outlook, sauf qu'on pilote ça à partir de son navigateur. Et la formule est à 10 € par mois, qui comprend 25 mégas, ce qui est largement assez pour la plupart de ces emails, et des SMS aussi par mois. Et ça, c'est une société belge, donc peut-être comme... C'est plus sympa de... Voilà. Un peu patriote quelque part. Sinon, mon maître achat serait MSN avec la formule 100 mégas et la formule Premium aussi, qui est un logiciel pour Windows et qui vous offre non seulement un logiciel, des emails, Encarta, un antivirus, un firewall, et tout ça, ça coûte 99 € par an avec l'email, et je ne trouve pas ça trop cher. Donc en fait, c'est un petit peu c'est pas ce que tu recommandes, mais enfin, c'est un petit peu ton choix, toi. Je dirais Contact Office ou MSN selon vos affinités. MSN, ça marche pas sur Mac, enfin pas très bien. Voilà, c'était donc le choix de Cédric, à vous de faire le vôtre et d'aller piocher dans ces informations. Une enquête comme ça à travers toute l'Europe, où elle traverse l'Europe d'ouest en est. Sibéria est une île perdue en mer. Il va un petit jeu sur PC même que. Un petit jeu sur PC et Xbox, mais on parle surtout de la version PC cette fois-ci. Donc c'est Siberia 2, qui est le 3e jeu de Benoît Sokal, le célèbre auteur de bande dessinée. Celui qui fait belge, Canardo. Qui fait Canardo. Tu vois voilà. Canardo. Le canard. Tu m'en as parlé. Regarde, il a un peu la Un même canard bouche que Canardo. inspecteur, privé, un peu cynique comme ça. Et donc Benoît Sokal se diversifie depuis quelques années, s'intéresse aux multimédia et aux jeux vidéo. Il avait fait la mer Zone. C'était une espèce de mist. C'est ça. Et bien c'est un peu la même chose ici avec Siberia, qui était sorti il y a 2 ans et qui nous avait laissé un peu sur notre faim, parce qu'on jouait le rôle de Kate Walker, qui était une jeune avocate new-yorkaise qui allait dans le village de Valladolid chercher une signature. Une signature pour racheter l'usine, celle de Hans Vorarlberg. C'est tout des noms sympas. Oui, c'est tout des noms un peu sympas comme ça. Donc, qui est un génial concepteur d'automates. Donc, le génial concepteur en question a disparu, et donc tout Siberia, c'est une enquête comme ça à travers toute l'Europe, où elle traverse l'Europe d'ouest en est. À la recherche. Mais là, on est plutôt à l'est, là, genre. Voilà, on est arrivé complètement à l'est, puisqu'on est dans Siberia 2. Elle a enfin retrouvé Hans, qui a bien vieilli. Elle a traversé toute cette Europe, où elle a pu voir tous ces automates qu'il a laissés un peu derrière lui, le bien qu'il a fait autour de lui, avec ses géniales inventions. Cette île est recouverte d'herbes hautes. Une herbe étrange qui pousse dans la neige. Les mammouths en mangent tout le temps. Ils ont toujours faim. Je vous le jure, Hans Vorarlberg. Nous allons à Sibéria. Donc maintenant, elle l'a retrouvé, et là, Siberia 1 s'arrête. Donc on arrive ici maintenant dans le 2, le scénario continue, et ils partent à la découverte, enfin à la recherche de cette île mythique ou mystique de Sibéria, qui se trouve là, tout au nord, dans le Grand Nord, près après la Sibérie. Sibérie. Voilà, exactement. Sibéria, Où vivent C'est rien avec Cybercafé, alors je suis déçu. Non, où vivent les derniers mammouths. Enfin, Ah. oui, tout à fait. Mais c'est là que je dois Il y a aller. toute une légende avec ça, une très très belle légende que vous découvrirez dans le jeu. Ça, c'est un peu la patte de Sokal, cet univers un peu onirique. Tout à fait, ouais. Et puis on le voit aussi dans les angles de caméra, les décors. Et la question qu'on se demande, est-ce que ces décors sont animés en full 3D ou est-ce que c'est précalculé avec des personnages? En fait, dans le premier Siberia, c'était du précalculé avec des personnages en full 3D dedans. Ici, cette fois-ci, c'est la même chose, sauf qu'il y a quelques petites animations supplémentaires qui sont mises dans les décors. Sont animés maintenant. Il y a de la 3D un petit peu plus, des petits oiseaux, des petits lapins qui passent. Moi qui suis pas un fervent joueur, faut bien dire, mais là on a vu un espèce d'Ewok qui courait, c'est un peu ça, on dirait qu'il flotte sur le machin quoi. C'est un Yuki. C'est un Yuki. Oui, mais c'est vrai que quand tu mets de la 3D par-dessus le décor, les ombres, c'est pas facile à faire. Et on sent quand même, mais ça va. Le rendu, moi je trouve ça vraiment très joli. En plus de ça, il y a les voix, les musiques qui sont vraiment exceptionnelles. Il y a des musiques justement un peu russes comme ça qui restent en tête, même quand le jeu est fini, ça continue. Moi j'ai rêvé encore cette nuit de Sibéria, quoi. C'était très marrant. Ne partez pas! Arrêtez-les! Donc
c'est un jeu d'aventure qui essentiellement que l'on a devant nous, un jeu qu'on appelle un point and click, c'est-à-dire qu'il se joue tout à la souris. Ah ouais. Donc ça s'est pas mal amélioré justement depuis la dernière fois parce qu'il y avait des petits problèmes pour se déplacer d'un écran à l'autre. Ici justement ils ont rajouté des petites flèches qui t'indiquent, comme ça tu es sûr de ne rien rater. C'est un jeu qui est assez grand public, qui est assez facile dans ses énigmes. On n'est pas dans un jeu à la LucasArts avec des... Tu sais, toutes sortes d'objets qu'il faut empiler pour... non, ici, il suffit un petit peu de dialoguer avec les gens que tu rencontres, de bien écouter, de lire les bouquins que tu pourras trouver dans le jeu. Et tous les casse-têtes se résolvent assez simplement, finalement. Mais simplement, mais passionnant quand même. Je veux dire, oui, c'est tout à fait passionnant. C'est pas trop vite fini. Non, le jeu n'est pas du tout trop vite fini. Disons que c'est à la limite entre l'histoire interactive et le jeu vidéo. Donc c'est pas aussi complexe qu'un jeu d'aventure habituel. Tu prends en jeu avec les personnages. Voilà, c'est surtout la magie du scénario, des décors qui nous entraînent à continuer. Et puis la volonté de voir ces derniers mammouths. Et on les voit ? On les voit, mais on les voit vraiment tout à la fin. On ne les verra pas ici dans l'émission parce qu'il faut garder ce plaisir-là. On se demande où ils sont allés filmer des mammouths. Mais oui. Et puis... À Sibérien, évidemment. Voilà, si vous aussi, vous voulez avoir le plaisir du mammouth, eh bien, jouez donc à ce jeu qui est sorti sur Xbox et sur PC. Oui. Après la publicité, on parlera de musique sur le net, on se fera un petit tourné monté avec Jean-Marc et on jouera avec Harry Potter. On est de retour et Jacques vient nous parler de musique sur le net. C'est à cause du peer-to-peer, c'est à cause de Napster, c'est à cause de Casa. Oui, alors, on peut peut-être rappeler au départ, Fabrice peut peut-être rappeler les fantasmes qui circulent aujourd'hui sur la musique sur le net par rapport à l'industrie musicale, les grands chiffres. Les rumeurs, c'est que la consommation de musique piratée sur Internet par les systèmes peer-to-peer serait responsable des baisses de vente de CD. Et ça, c'est la rumeur. En tout cas, c'est même plus qu'une rumeur, c'est ce que l'industrie musicale dit. Donc ils n'arrêtent pas de dire que c'est à cause de ça qu'ils ont des problèmes, c'est à cause de ça qu'ils perdent de l'argent, c'est à cause de ça que récemment, d'ailleurs, ils viennent de dire qu'ils vont licencier en quelque sorte tous les artistes qui ne vendent pas plus de 100 000 disques parce qu'ils sont plus rentables. Donc ils se basent en fait sur toute leur communication sur le fait de dire c'est à cause du peer-to-peer, c'est à cause de Napster, c'est à cause de Casa qu'on perd de l'argent. Bon, et c'est aussi à cause des copies de CD, évidemment. Oui. Parce qu'il y a évidemment tout le business... Ce débat-là n'est pas neuf. Non. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, d'abord, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui vient de sortir aux États-Unis, qui est faite par deux profs tout à fait sérieux, un de Harvard et un de la Caroline du Nord, qui démontre finalement que, ben non, ça n'est pas ça la cause des problèmes de l'industrie, qu'en fait, le peer-to-peer, et ils ont fait des études quand même relativement longues et approfondies, qui démontrent que finalement, il y a effectivement un certain nombre de fichiers qui sont piratés, mais que ce n'est pas ça la cause principale. Alors la cause, elle est double. D'abord, elle est liée à une évolution de comportement de la cible, qui sont plutôt les jeunes, qui effectivement achètent moins de CD parce que ça correspond moins à leur vie, à leur mode de vie actuel. Et la deuxième, c'est clairement le business model aussi de l'industrie musicale globalement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que ce sont les grands succès, les Michael Jackson, les Britney Spears, qui vendaient des milliers d'exemplaires, qui permettent quelque part de subsidier des tirages plus petits et d'artistes qui vendent moins. Et donc, il se trouve qu'il y a moins, pour le moment aussi, d'artistes qui vendent des milliers de disques. Et donc, ça pose un problème à leur business model. Parce qu'il y a un plus grand choix, quelque part. Parce qu'il y a un plus grand choix, parce qu'il y a un éclatement du marché, et que donc, de ce fait-là, finalement, ils arrivent à cette conclusion qui est évidemment très critiquée, notamment par l'industrie musicale, qui est de dire, mais
c'est vrai qu'il y a des diminutions de ventes, mais ça n'est pas à cause du peer-to-peer. Jacques, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une diminution de vente de CD parce qu'il y a une augmentation de la consommation par les jeunes de DVD et de jeux vidéo, de sonneries et de logos, et donc ils portent leur attention sur d'autres médias, donc leur temps était limité, leur temps éveillé étant limité, ils vont consommer plus de livres, ou plus de BD, ou plus de DVD, ou plus de jeux vidéo. Mais l'argent des DVD, des sonneries, tout ça, ça ne va pas quand même pas aux majors. Si, ça va aux majors, bien sûr. Ouais. Alors c'est pour ça que moi j'aimerais connaître les vrais chiffres, lorsqu'on dit les CD diminuent, mais est-ce qu'on globalise les CD, les DVD, les sonneries et logos, qui sont des énormes revenus aujourd'hui, est-ce que leur chiffre d'affaires diminue et justifie le fait qu'ils licencient ou se séparent d'artistes? C'est ça les vrais chiffres qu'on voudrait connaître. Et ceux-là, on ne les reçoit jamais par contre. C'est une question intéressante et effectivement, ils ne publient pas par globalité. Enfin, si, il y a des chiffres globaux des entreprises, mais il faut savoir que les sociétés de l'industrie musicale publient leurs chiffres, la vidéo en publie d'autres, et donc il n'y a pas véritablement de globalisation à ce niveau-là. Donc on voit des tendances, mais il y a effectivement des actions très très lourdes anti-piraterie de l'industrie musicale. Et on ne voit pas effectivement cette globalisation. Et alors il faut savoir, dernière chose intéressante aussi à noter, c'est que, assez étonnamment, au premier trimestre de 2004, les ventes de l'industrie musicale aux États-Unis ont augmenté. Mais donc, industrie musicale veut dire CD non, et MP3 uniquement CD. Donc oui, les MP3, ça représente les ventes. Oui, les ventes sur le net. Quoi. Les ventes sur le net sont très très faibles. Est-ce qu'au fond, les gens veulent encore acheter des petits disques en plastique? Est-ce qu'ils ne veulent pas finalement une musique dématérialisée qu'ils peuvent prendre avec eux sur leur lecteur MP3, dans leur bagnole, sur le disque dur de leur ordinateur, à leur maison, sur leur jukebox disque dur? Finalement, est-ce que ce n'est pas au fond la rencontre de nouvelles technologies avec un vrai besoin du marché qui font que le CD est aussi obsolète que le vinyle finalement? Le vinyle n'est pas obsolète du tout. Le vinyle revient. Pas pour les DJ, mais bon. Ouais. Mais non, il est clair qu'on est, à mon avis, arrivé à une situation dans laquelle, je dirais, la philosophie de l'industrie musicale et le comportement des gens est en train de changer, que de côté, notamment le côté interactif est beaucoup plus présent et qu'en fait, être dans son fauteuil pour écouter de la musique est une activité effectivement qu'on a beaucoup moins. Maintenant, on a besoin de faire des choses. D'ailleurs, on voit notamment, par exemple, que la création de musique en matière de jeux vidéo est beaucoup plus importante. Les musiques originales sont très importantes dans le jeu vidéo pour le moment, alors qu'avant, c'était vraiment une musique de fond. Donc, on sent qu'il y a une interaction vers plutôt le côté interactif. Donc, le marché évolue. Et peut-être, est-ce que c'est le business model des majors qui doit être revu de fond en comble? Et la solution, c'est peut-être les ventes de musique MP3 et autres formats de fichiers en ligne. À voir si les majors vont réussir à se changer. D'emblée, je voulais vous livrer deux de mes impressions. Jean-Marc est allé se promener là où il n'a pas l'habitude d'aller. Oui. Je me suis dit, contre-emploi, pour une fois, j'ai déserté les lieux théâtraux contemporains un peu sadomaso. Et donc, tu es allé où? Et je suis allé au TMAB, Telecom City. Telecom City, donc un salon des télécommunications Wesel. Ah, ok. Voilà, et d'emblée, je voulais vous livrer deux de mes impressions, parce que j'ai vu ça un peu d'un côté sociologique. C'est d'une part, n'est pas Paul-Henri qui veut. Et donc le kidam, c'est-à-dire moi, se promenant dans ce salon, j'ai parfois eu un peu de mal à tenir une conversation avec un des représentants des stands qui me parlait. Il y a une terminologie. C'est assez incroyable. Il faut d'abord le costume qui va avec. Sinon, on ne te donne pas de petit fond, je n'ai pas eu. Et il faut aussi comprendre la terminologie ou faire semblant de la comprendre aussi bien que les gens qui l'emploient. Bah, ça, je le fais souvent. Voilà. Mais toi, tu fais ça très bien. Et la deuxième chose, c'est que comme c'est un peu la même chose que le salon de l'auto, mais pour les télécommunications, les solutions de connexion, etc., nous avons les mêmes hôtesses qui ont à peu près le même air un peu triste de la fille qu'on met là. Un peu perdue et qui, quand elle te voit approcher, dit pourvu qu'il ne me pose pas une question. Ouais, c'est ça. Ou donnez-moi un bouquin à lire ou un truc comme ça. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est mes deux premières impressions. Et je suis allé prendre des images, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est une première européenne, du premier disque dur 1 terabyte. Alors 1 terabyte, Raphaël, pour te donner une idée, c'est un changement de paradigme puisqu'on parle aujourd'hui d'une unité 1000 fois supérieure à l'ancienne unité pour les disques durs, puisqu'avant on achetait des disques durs, on achetait des disques durs de 200 gigas ou 250 gigas. Donc maintenant on passe aux 1000 gigas, donc c'est 1 terabyte. Et c'est ce truc-là, c'est cette grosse boîte. C'est cette espèce de boîte en métal qui ressemble à toutes les boîtes, à part qu'il y a 1000 gigas là. C'est la scie, en fait c'est deux disques durs 500 gigas assemblés, c'est la scie qui fait ça, et c'est en Firewire 800, 400 et USB 2. Voilà, pour être complet. Non, donc on va pouvoir foutre plusieurs films sur un seul lieu. On m'a dit qu'on pouvait mettre 2 ans de musique sans changer. Alors là, on voit la clé Paul-Henri, Philippe d'Autrevent l'a montré. C'est donc un porte-clés caméra vidéo. Voilà. C'était pour vous montrer que quelque part, au cas où quelqu'un en doutait encore un instant, Cybercafé est non seulement
Les lunettes complètement dans l'air du temps, mais jumelles appareil photo, à l'avance de Jean-Marc. son temps. Oui, les lunettes appareil photo, les jumelles appareil photo. Donc si vous êtes ornithologue et vous les gardez en plus. Et si de vous son- êtes japonais, si vous êtes japonais, Et que vous êtes sur la Grand vous Place. équipez de ces jumelles. Voilà. Et là, il y a aussi un GSM complètement futile, mais bon. C'est le GSM équipé de diamants par le grand joaillier Swarovski. Swarovski, c'est du cristal normalement, non? Voilà, c'est du cristal, Ouais, c'est diamant. du Enfin, ça cristal. brille, quoi. Je crois pas que c'est du diamant, mais... Ça brille et c'est chic. Ah, Ouais, c'est la chic, classe. c'est très classe, c'est très jet set, c'est très hype. Voilà, et donc, voilà, ça c'était un des stands dans Telecom City qui s'appelait Design Center. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on avait déjà vues dans Cybercafé, mais bon, il y a ce fameux disque dur. Donc moi j'ai un peu déambulé fort du temps que j'avais à passer là. Voilà. Et une autre de mes conclusions, c'est que j'ai l'impression que l'IDTV, on en a beaucoup parlé, comme la télé de l'après-demain. Ouais. Et là, il commence à y avoir des stands d'IDTV, donc j'ai vraiment l'impression que Télévision c'est interactive demain. numérique. Donc c'est l'utilisation de la télé chez toi, hein, c'est un genre de truc comme ça, Exactement, quoi. oui. interactive avec le pay-per-view et, Voilà. et tout ça. Et donc là, il y avait un stand de ITTV et j'ai appris qu'il y avait 2000 familles, je pense, dans le nord du pays, Oui. qui sont équipées et qui commencent à être équipées de ce petit boîtier interactif. On en avait parlé dans Ouais. une émission de Cybercafé, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est la grande nouveauté de l'année prochaine. Enfin, c'est en train d'arriver et de déferler. Oui, donc c'est plus après-demain, c'est carrément demain. Voilà, on a déjà reçu des annonces de sociétés qui fournissent tout le matériel et qui permettent aujourd'hui, parce qu'il fut un temps c'était des technologies futuristes, qui permettent aujourd'hui de faire du TV on demand. Voilà. Et là, on voit un truc, les mecs qui sortent dans une boîte à bonbons, des petits machins qui se mettent dans Alors la poche. là j'ai eu la rencontre de ma journée aujourd'hui dans la personne d'un gars qui m'a annoncé la fin du code barre. Pourquoi le code barre serait terminé? Parce que le RFID, donc radiofréquencé de ID, arrive. Qu'est-ce donc? Donc c'est une petite puce, une toute petite puce de la taille d'un grain de sable, qui est donc un émetteur radio. Un émetteur radio, et que pour l'instant des gens placent, c'est le cas de la société Telindus, dans une espèce de boîtier un peu plus grand, et ils donnent ça à leurs agents. Et ces agents, quand ils montent par exemple dans un véhicule de la boîte, leur petite puce communique avec le GPS de la voiture et avec la boîte. Et la boîte, c'est en permanence le nombre de gens qu'il y a dans la voiture et où ils se dirigent. Donc quand il y a une personne qui sort de la voiture, ils disent « Ah, ils ne sont plus que deux, où est donc la troisième personne ?» Donc ça, c'est une utilisation encore... C'est un peu pour suivre l'agent. Oui. Voilà. Il a une espèce de petit émetteur radio, il y a des capteurs dans la voiture et ça peut être aussi dans le bureau, dans les ascenseurs et on peut voir où ils sont. Voilà. Et on appelle le une gars, des applications. T'as pris trop de temps à midi, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et l'avenir de ça, c'est de mettre ces mêmes puces, par exemple dans des réseaux de grande distribution, genre les supermarchés, directement sur les produits. Pour l'instant, c'est sur les palettes parce que ça coûte encore un peu cher, mais bientôt, ça sera carrément implémenté dans le produit. Fini de faire bip bip dès que tu passes. Fini de faire bip bip. Tu peux éventuellement avoir une espèce de petit device sur ton caddie qui te dit en permanence ce que tu as dans ton caddie et ce que ça va te coûter. Et fini de faire bip bip à la caisse. Alors, le grand problème, la caissière, alors. Le grand problème du RFID, c'est comment est-ce qu'on les désactive. Voilà. Parce que tu sors du supermarché, c'est bien, tu as fait tes bip bip, mais tout le monde c'est à côté de toi, c'est ce que tu as acheté, donc c'est un Et problème. donc, adieu à la vie privée. Donc, les gens, ça va être le débat futur amené par le RFID. C'est avantage, inconvénient, jusqu'où on va jusqu'où on et va. où on s'arrête dans la connaissance de ce qui tu es, ce que tu achètes et où ça va. C'est un peu la grande question de Cybercafé, jusqu'où on va s'arrêter. Arrêterons-nous un jour. Arrêterons-nous. Celui-là, avec code barre, Harry Potter. Ici, ce qu'il faut dire, c'est que la réalisation est vraiment hyper soignée. Mais regardez qui voilà. Potter et son chien-chien. J'aurais dû deviner que ce ramiteux était à toi. Tu l'auras voulu, Malfoy. Un jeu qu'on peut lire d'un coup de baguette magique, le retour d'Harry Potter. Enfin, Voilà, puisque le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est sorti cette semaine en salle. Ah bon? Bah voilà, Brice, tu savais pas quoi faire ce soir. ouais, mais je l'attendais, j'y vais. IS saute sur l'occasion de refaire une aventure du sorcier binoclard. Donc ici, on découvre Harry de retour à Poudlard, dans le Poudlard Express, comme on l'appelle, avec ses compagnons habituels. Voilà. Il apprend que son ennemi juré, Sirius Black, s'est échappé de la fameuse prison pour sorciers Azkaban, est parti à ses trousses. Donc ici, dans ce jeu, c'est toujours exclusivement centré sur l'univers du film. Mais ça n'est plus le Quidditch. Donc. Oui, c'est vrai. Après le Quidditch... Mais est-ce qu'il est un peu plus compréhensible, ce jeu? Parce que le Quidditch, c'était un peu difficile. Oui, ici, en fait, c'est vraiment un jeu d'aventure-action fait de mini-jeux centré sur l'univers de l'apprenti sorcier. Donc, en fait, on commence l'aventure dans ce train et progressivement, on apprendra toutes les commandes
tous les sorts magiques du sorcier. C'est une enquête, quoi, le scénar, un peu. Oui. La nouveauté ici, c'est en fait, on a la possibilité de jouer avec les 3 personnages, donc que sont Ron, Hermione et Harry, qui chacun ont des possibilités différentes, ce qui va donner lieu à un jeu coopératif où il faudra s'aider pour soulever des caisses, etc. etc. Et on peut passer de l'un à l'autre, ou bien alors tu définis une partie, je joue avec Harry, on passe instantanément de l'un à l'autre avec une simple pression. Ici, ce qu'il faut dire, c'est que la réalisation est vraiment hyper soignée, et c'est ça qui est agréable, puisque directement... Ça sort sur toutes les consoles ? Toutes les consoles et PC également, mais dès les premières minutes du jeu, on est vraiment pris par la main, on est dans ce train, on plante le décor, il y a des dialogues qui viennent rythmer l'action, et c'est vraiment, en tout cas, du bonheur pour ceux qui ont envie de se plonger dans les aventures du sorcier. Et le jeu aussi, signalons-le, dans sa version PS2, bénéficiera de Lightoy, puisque... Ah bon? Oui. Donc ça c'est le premier jeu... c'est le premier jeu d'un éditeur. On peut jouer avec Lightoy à part le petit CD de démo qui était avec. C'est ça. C'est quoi ça, Lightoy? C'est la caméra vidéo, alors qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ce sera un plus dans le jeu qui sera évidemment uniquement localisé pour la version PlayStation, qui permettra par exemple de s'essayer à des jeux tirés de l'univers, genre il faut exploser des chocogrenouilles entre ses deux mains. Des chocogrenouilles. On apprend des tas de mots avec Harry Potter comme celui-là. Donc tout ça est vraiment bien fait. Techniquement et graphiquement, c'est vraiment plaisant, c'est bien foutu, c'est immédiat, c'est simple, c'est accessible. Donc en gros, c'est vraiment un bon jeu pour tirer de l'univers des films. Donc une fois n'est pas coutume, une licence qui est une réussite, quoi. Oui, puisqu'ici c'est vraiment une licence à l'image de ce que EA avait déjà fait par exemple pour Le Seigneur des Anneaux, qui était vraiment remarquable. Ici, ils le font avec quasi le même brio. Ils avaient un peu raté des trucs comme Buffy et les vampires, ça c'était plutôt de seconde zone. Mais ici, en tout cas, Harry Potter, c'est du tout bon. Et imaginons que je suis un petit gamin qui n'a pas vraiment aimé le film. Est-ce que je vais rentrer dans l'univers du jeu quand même? Peut-être, puisque ici, quand même, c'est relativement accessible. C'est fait de toute série de mini-jeux. C'est vraiment très basique et c'est progressif. Donc, mais tu peux comprendre le jeu même si tu connais pas. Tous les gamins ont lu le bouquin, donc voilà. Moi, je connais qui ne l'a pas lu. Ceux qui ne savent pas lire. Eh bien, moi, d'un petit coup de baguette claquement de doigts magique, je passe à une séquence suivante. Regarde. L'Angleterre victorienne de cette époque l'a poussé au suicide. Monsieur Renaud, un petit livre. Et même deux petits livres. Deux petits livres. Dans un petit, un gros. Oui, un petit et un gros. Un peu comme nous. Un pour toi et un pour Brice. Eh oui. Donc, en fait, cette semaine, j'ai décidé de vous présenter 2 ouvrages concernant un individu tout à fait extraordinaire, qui n'est autre qu'Alain Turing. Et le... Rien à voir avec ceux qui s'occupent des bagnoles. Hein. Ah, oui. C'est pas du tuning. C'est Turing, c'est cool. Oui, c'est ça, je pense c'est les mecs qui mais Alain Turing, en fait, on va fêter bientôt le 50e anniversaire de sa mort, et plutôt, on pourrait dire, de son suicide, parce qu'Alain Turing s'est suicidé le 7 juin 1954. Et son suicide n'est pas anodin, parce qu'il a croqué une pomme qui contenait du cyanure. Et alors, une question que je vais tout directement poser à Brice. Connais-tu l'origine du mot Apple? Non, je ne la connais pas. Eh bien, en fait, au moment où Steve Jobs a fondé Apple, en hommage à Alain Turing, ils ont utilisé 2 grands symboles. Une pomme croquée. Une pomme croquée et le fameux Rainbow Flag, qui était en fait l'emblème de la communauté homosexuelle à l'époque, pour revendiquer en fait leur identité. Il faut savoir qu'Alain Turing, indépendamment d'être l'un des plus grands génies informatiques, parce que c'est lui qui a créé le concept de machine de Turing qui a donné naissance à l'ordinateur tel que nous le connaissons, a subi les outrages, a subi le néoconservatisme de l'Angleterre et a été condamné en 1952 à choisir entre la prison et la camisole chimique. Et donc, il a accepté la camisole chimique. La castration chimique, je crois. La castration chimique, c'est une camisole chimique. En fait, on t'injecte des œstrogènes et finalement, tu perds toute virilité. Donc, il a été atteint de la puissance. Il a commencé à avoir une poitrine féminine. Et en fait, ce qui l'a amené à perdre toute passion pour ses recherches mathématiques et informatiques. Et donc ça l'a mené au suicide. Et on peut dire carrément, sans exagérer, et c'est bien décrit dans les 2 biographies, celle de Andrew Hodge, qui est en fait la référence mondiale par rapport à Alain Turing, qui s'appelle Alain Turing ou l'énigme de l'intelligence, que finalement l'Angleterre l'a poussé, l'Angleterre victorienne de cette époque, l'a poussé au suicide. C'est un crime d'État en fait. C'est un crime d'État. Mais alors c'est un paradoxe,
parce qu'Alain Turing est connu pour tout à fait autre chose dans l'histoire mondiale et est un héros anglais. Il faut savoir que c'est lui qui a permis de décoder les fameux codes nazis. C'est lui qui a mis à jour Enigma. Et donc là, il y a un paradoxe. D'un côté, ce type qui est un génie absolu de l'informatique, du décodage des codes secrets nazis qui ont permis de la cryptographie, qui ont permis aux Alliés de bouter les nazis hors d'Angleterre, parce que c'était les messages qui étaient envoyés aux sous-marins lors du blocus de Londres, si tu te souviens. Bon, je n'étais pas né, mais... Voilà. C'est pour simplement t'éveiller. Eh bien, d'un autre côté, il a été condamné pour ses tendances homosexuelles. Et ces livres racontent sa biographie ou alors ce que je trouve intéressant dans ces deux ouvrages, c'est qu'on ne se concentre pas uniquement sur l'aspect scientifique de ces découvertes, donc de logique mathématique, la machine universelle, ces grandes recherches en intelligence artificielle, également en biologie, en biophysique. En fait, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, c'est un peu l'équivalent du Newton au niveau de l'informatique. Ah, carrément. Oui, c'est vraiment... Encore aujourd'hui, pour te donner une idée, pour évaluer les performances d'un système d'intelligence artificielle, on fait passer un test qui est appelé le test de Turing. Donc c'était un test que Turing avait conçu pour pouvoir, quelque part à l'aveugle, détecter si une machine avec laquelle tu interagis est un être humain ou un logiciel informatique. Pour des raisons tout à fait débiles, on a gâché non seulement la vie de ce type, mais toute une intelligence qui est derrière. On a perdu une intelligence qui était extrêmement importante. Comme toujours, souvent les gens exceptionnels, soit exceptionnels d'intelligence ou de talent, sont souvent des gens qui ont des déséquilibres profonds et qui jettent toute leur énergie dans leur passion. Turing, profond, Turing était un type vraiment complexe, ambigu. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Brice, parce qu'au contraire, justement, c'est l'exemple de quelqu'un qui, premièrement, assumait ses choix, tant scientifiques que ses choix humains, jusqu'au bout. Et il a été, par exemple, même un très, très grand sportif. Il faut savoir qu'il a été champion de marathon. Donc, c'est quelqu'un qui avait une passion et qui menait jusqu'au bout. Ouais. On pourra en parler pendant des heures, les gars. Mais si on rallongeait Cyber du Nord? Non, c'est pas possible. Déjà qu'on a dit une fois, on en ferait une qui ne terminerait pas. Messieurs, je vous invite à lire les deux ouvrages. Je vais vous rappeler les titres des ouvrages. Donc il y a la référence qui est le bouquin de Andrew Hodge, qui est Alain Turing ou l'énigme de l'intelligence, édité chez Payot. Oui. Et le deuxième, pour Raphaël, parce qu'il est plus petit, plus facile à lire. Puis il y a une jolie pomme sur le... Il y a une jolie pomme, voilà. Alain Turing, l'homme qui a croqué la pomme, et c'est aux éditions Hachette Littérature. Donc je vous invite tous les deux à lire ces ouvrages, et puis peut-être... Si on en prenait chacun... Voilà. Et je te les rends la semaine prochaine. On fait comme ça. Voilà. Moi, je te le rends dans un mois. Super. Dans l'autre sens... Bonne lecture. Non, tu as failli m'avoir. On voit le bout du tunnel, on voit le bout de l'émission, on voit le bout des sites décalés. On a déjà eu un scandale, pas deux. Star Wars, plein de sites incroyables. Tu sais, les passionnés de science-fiction, eh bien voilà, ils vont être super gâtés. Eh bien, j'ai pensé d'abord à toutes ces folies de création, de costumes, autour de Star Wars. Autour de Star Wars. Ouais. Et là, donc, tu as un gars aux États-Unis, c'est Sean Obi Crosby, qui a transformé sa voiture japonaise en vaisseau spatial extraterrestre, dirais-je. Ouais. Oui, avec, tu sais, R2D2 à l'arrière, à la place du coffre, donc c'est très pratique. Et il bouge et tout, tu sais pas? Ben, il n'a pas l'air de bouger. Non, il fait des bruits et il lui sert de copilote, paraît-il. Voilà. Et donc, t'as vu, il a scié le volant, il a changé complètement. Donc, il a des fusées, le type a plutôt une tête d'agent d'assurance, quoi. En plus, il a pas une tête de fêlé. Non, mais il a mis toute son originalité dans sa bagnole. Dans sa voiture, voilà, mais quand tu regardes tout le site et là, tu t'imagines avoir un gars avec un casque et tout, mais rien à voir, un mec costard cravate. Tout à fait classe, quoi. Sauf qu'il a une bagnole, mais il y a vraiment des fusées. C'est bien les États-Unis. Avec les traces de feu sur le... Bah ouais, mais c'est normal et tout. Il y a des combats, non? L'espace c'est dangereux et très dangereux. Les Russes, ils sont tous là. T'imagines un accrochage avec le mec de Star Wars. Un accrochage avec le gars. Donc voilà. Et donc, si tu veux, autour de toute cette folie, de cette passion, eh bien, il y a un comédien. Ça devrait t'intéresser, qui a fait un medley de la trilogie en 1 heure. Ah bon? Et ça s'appelle One Man Star Wars. Donc là, il y a un one-man show où il retrace toute l'histoire. Voilà. Et alors, un peu le Philippe Cobert de Star Wars, quoi. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'il interprète le film non seulement au niveau
des paroles. Donc il joue, c'est le seul personnage, mais il joue tout l'ensemble de, si tu veux, de l'équipe de Star Wars. Il fait tous les personnages. Il fait tous les personnages et en même temps il fait des effets spéciaux. Donc on y va avec sa bouche, donc il fait des bruits. Et puis le générique de départ, un peu comme nous, tu vois. Donc c'était une inspiration. Le générique qui passe au-dessus de nos têtes. A long time ago, in a galaxy far, far away. There go the yellow words describing the plot of the entire movie before it's begun. Et donc voilà, One Man Star Wars, ça vaut la peine d'aller voir ça plus près. Encore un site qui part dans le même trip, c'est les Star Dudes. On pourrait penser un peu à l'Australie, tu sais, relax. Et en fait, c'est une réalisation, donc si tu veux, un remake de la trilogie, mais dessiné en flash. Vraiment très sympa, les Star Dudes, où tout le monde est des dudes bien tranquilles. Ça m'a fait penser à The Big Lebowski, qui est quand même un film culte à ne pas manquer, barquette de lait, etc. Et bien, là, si tu veux, c'est la trilogie en flash. C'est un remake en dessin animé de Star Wars. C'est pas mal. Voilà. Et alors, bon... Alors là, on reste dans les stars, mais on change de Wars, on passe au Trek. Voilà, on passe au Trek et à l'USS Enterprise. Ça te fait penser à quoi, ça? Bah, William Shatner, moi, je vois... Voilà, exactement. L'USS Enterprise, qui est donc ce vaisseau spatial parti à la conquête des étoiles. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bon, c'est chouette de le voir, c'est chouette de s'habiller comme un vrai Trekkie, tu vois, s'habiller avec le costume de vaisseau spatial. Les fameux... Voilà. Klingon. Très nice le signe, mais ce serait encore mieux que ton appart, tu vois, devienne carrément l'USS Enterprise. Avec ton appartement avec les clichés des décors de Star Trek. Voilà, avec toutes les parties du vaisseau spatial pour que tu puisses te faire le petit beam me up, tu vois. En fait, c'est la douche beam me up, ce que dit tu. Et donc, bon, ça coûte 2-3 fois rien, $1 million. Et bang, ton appart, voilà, très peu de choses. En fait, on dirait une pub dans un catalogue de matériel informatique. Ben, c'est surréaliste. Moi, je trouve que le boulot qui a été fait dans cet appart, c'est carrément, c'est totalement réaliste en fait. En fait, c'est une bonne idée parce que dans les décors de cinéma, il y a des tas de techniques de décoration qui coûtent pas très cher parce que c'est quand même des trucs, c'est du plastique, des machins, des néons. Et alors, ils utilisent ces techniques-là pour redécorer un appart. Je trouve que c'est une bonne idée. Sauf que ça ne te permet que de voyager dans ta tête, hein, parce que tu pars pas avec. Ton appart, il reste là. Ah non, mais c'est pas certain. Parce que si tu es dans ton appart, tu peux imaginer que l'univers bouge autour. Oui, tu voyages dans ta tête. Ouais, c'est ça. Donc faites un tour sur eBay parce qu'il est en vente. Tu voyages à 2000 km/h là pour le moment. Est-ce que tu réalises que la Terre... Que la Terre tourne. Mais oui, la Terre tourne. Ça doit être le gel, On a un jour. C'est ça que j'ai envie de vomir. Oui, c'est ça. Donc t'imagines, on est sur un gigantesque vaisseau spatial, mais on ne le sait pas. Eh ben merci Olivier. Chers téléspectateurs, ce qui suit n'a absolument pas été préparé. Brice Brice Oui. On tourne. Ah, on tourne. Écoute, Raphaël, figure-toi que j'ai un truc génial. Je suis vraiment scié. Figure-toi que Electronic Arts organise un vrai concours qui aura lieu au stade Constant Van de Stock. Est-ce que tu connais le stade Constant Van de Stock? Non, mais je vais apprendre à le connaître parce que... Eh bien, c'est à Anderlecht, c'est un vrai stade, voilà. Et le 12 juin, le samedi 12 juin, il y aura en fait un tournoi de UEFA Euro 2004. Donc un tournoi évidemment sur console de jeu. Il y aura 32 joueurs et il y aura 8 joueurs envoyés par Cybercafé. Donc on a 8 places pour les meilleurs joueurs. Petite contrainte, il faut avoir moins de 15 ans. Voilà, il faut savoir jouer aux jeux vidéo. Hein. Et vous gagnerez, figure-toi que tu vas gagner tous les jeux Electronic Arts pendant un an. Un an de jeux vidéo. T'imagines, ça vaut la peine. Voilà, alors pour vous inscrire, vous allez sur le site cybercafé.tv et là, vous trouverez le petit formulaire. Alors il y aura une question. Quelle est-elle? Bah oui, bah sinon... allons-y. Quoi? Bah, donne ta question. Bon, alors la question c'est, avec combien de pays pouvez-vous jouer aux jeux vidéo UEFA Euro 2004? Avec combien de pays?
Voilà, donc vous allez sur le site, vous inscrivez et on en sélectionnera 8 qui iront représenter Cybercafé et j'espère bien gagner le challenge. Donc le 12 juin, il faut être libre, hein. Il faut être libre le 12 juin. Et avoir moins de 15 ans. Avoir moins de 15 ans. Alors là, si vous avez plus de 15 ans, voire même en deçà, c'est possible, ici au Nova, le 26 juin prochain, il y aura une soirée basée autour de la micromusique avec des DJ, des VJ. Tu vois, la micromusique, c'est la musique faite avec Commodore 64 ou tu veux dire Game Boy. Lo-fi avec des petits ordinateurs. Voilà. Eh bien, Lobat qui était venu chez nous il y a quelques semaines, eh bien, il sera présent. Génial. Super, hein, je viens. Encore une petite information. Alors moi, Raph, écoute, ça va t'intéresser. Et je connais plein de gens qui vont être très intéressés par ça. Figure-toi qu'il y a un concours multimédia. Et donc ce concours multimédia fait un appel à projet. Si tu as une idée pour une œuvre multimédia, qui peut aussi bien être un CD-ROM, un DVD, un jeu vidéo, ou un site internet, ou une animation flash, enfin bref, tout ce que nos spectateurs aimeraient bien réaliser. Pour recevoir, t'es assis 25 000 €. Ah ouais 25 000 €. Ah bien 25 000 €, si votre projet est chouette, c'est une bonne idée. Il y a un jury qui va évaluer les projets et qui en choisira un. Il faut savoir que, et c'est ça qui est intéressant, c'est ouvert même aux étudiants, donc aux personnes physiques, n'importe qui, aux personnes morales, aux sociétés, mais même aux étudiants. Donc t'imagines, Raph, si maintenant tu as une œuvre multimédia et que tu as envie de la faire, eh bien il y a moyen d'obtenir 25 000 € pour vous aider à la réalisation. Et donc voilà. les jolies filles peuvent participer aussi si elles ont un physique. Non mais franchement, tout le monde peut participer, il suffit d'avoir un bon scénario, de bonnes idées, et c'est organisé par le service général de l'audiovisuel et des multimédias du ministère de la Communauté française. Toutes les informations sont sur le site cybercafé.tv. 25 000 € pour faire votre site. Et si on proposait Cybercafé non mais c'est pour un projet qui doit se réaliser. Eh ben c'est pour l'émission prochaine. On va proposer l'émission prochaine. Bonne idée. On va proposer l'émission. Ouais. Allez, la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. La semaine prochaine. At the river mouth, the bears catch only the tastiest, most tender salmon. Which is exactly what we at John West want. John West endured the worst to bring you the best.